Bonjour à tous. Alors écoutez, on est ravis d'être avec vous cet après-midi avec Fanir. Donc on a la lourde tâche de vous raconter notre histoire. Comment est-ce qu'on en est venu de la prospection, vous allez voir, très artisanale, à l'industrialisation de la prospection, à la professionnalisation de la prospection avec Fanir. Alors, pour vous raconter ça, je vais commencer par le commencement, évidemment. Moi, j'ai cofondé ABTesty il y a 7 ans avec mon associé Rémi. On travaillait en fait tous les deux dans l'acquisition de trafic, et puis on s'est dit la conversion, donc le fait d'optimiser les sites en continu, ça va devenir le next big thing. Donc, on va créer une agence qui va être spécialisée en conversion. Donc, on a créé fin 2009 une agence qui s'appelait Liwio et qui avait pour mission d'accompagner les clients sur l'optimisation des conversions. Donc, analyser les parcours clients et puis ensuite convertir, aider en fait les sites internet à convertir leurs internautes en acheteurs. Donc, on a commencé à faire des missions et puis très vite on s'est dit bon, c'est très bien, il y a plein d'outils spécialisés dans l'analyse web. Par contre, il n'y a pas d'outils d'optimisation qui permettent de faire comme un Amazon. Amazon à l'époque faisait 100 A/B tests par mois, beaucoup de personnalisation sur son site. Et en fait, on s'est dit, on va créer un outil qui permette à tous les sites internet de faire comme Amazon, plein d'A/B tests et plein de personnalisation. Donc, on a créé ABTesty en 2011. On a bêta-testé avec des clients. Ça a bien marché. Et donc, on a décidé, début 2012, de vraiment se lancer sur le logiciel, parce que le logiciel marchait bien. On avait 3-4 clients. Et on s'est dit, on va carrément arrêter l'agence, on va pivoter et on va devenir éditeur de logiciels. Donc on est devenu éditeur de logiciels début 2012. Donc là, c'était très chouette. On arrive, on a un super logiciel, on a 2-3 clients. Mais page blanche. Où est-ce qu'on va aller chercher nos clients? Alors on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un peu du trafic sur Internet. Et puis on va faire du contenu. Et puis comme ça, les gens vont venir. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des packages en ligne à 100 €, 200, 300 €. Puis comme ça, les gens vont prendre des packages en ligne. Et puis nous, on va rien faire. En fait, on va rester derrière notre bureau, puis on va attendre que les gens souscrivent, et puis ça va être super. Voilà. Donc voilà, on était très innocents. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait du contenu, on a acheté du trafic, personne n'a souscrit en ligne, et on a commencé à avoir des appels entrants, par contre, de très grands groupes. Bouygues Télécom qui nous appelle, on aimerait bien voir votre outil, Etam, Cdiscount, on se dit bon. Ok, ils veulent des rendez-vous, allons les voir. Et en fait, en allant les voir et en commençant à faire des rendez-vous avec justement ces grands comptes, on s'est dit, en fait, notre target, c'est pas du tout en ligne des petits comptes, des moyens comptes, etc. C'est vraiment les grands comptes, on va se concentrer dessus. Puis on s'est aperçu aussi que de faire payer 5 000 € par mois à un grand compte, ou faire payer 100 € par mois à 50 petits comptes, voilà, c'était peut-être plus intéressant de s'intéresser aux grands comptes. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on a vraiment défini notre cible. Et donc, key learning numéro 1, ça paraît très bête, mais il faut vraiment très vite comprendre qui est sa cible de client. Une fois qu'on avait compris qui était notre cible de client, on s'est dit, maintenant, on va aller les chercher là où ils sont, justement, ces prospects et ces clients. Donc nous, notre target en fait, de clients, c'est les directeurs e-marketing, les directeurs e-commerce, etc. De sites e-commerce, de sites médias, de tout type de sites. Et donc ces gens-là, où est-ce qu'on les trouve? Évidemment dans les salons professionnels, les événements, etc. Donc il y a il y a une offre absolument hallucinante. Alors encore en 2012, il n'y avait pas tant que ça. Aujourd'hui, il y a des salons toutes les semaines. Il y a vraiment énormément d'événements. Et donc en fait, il faut vraiment arriver à trouver quels sont les bons filons. Et nous, en fait, on s'est très vite dit, on va essayer de privilégier des événements one-to-one, où en fait, on avait des rendez-vous déjà préparés à l'avance avec des clients, parce qu'en fait, les clients choisissaient les sujets, les prospects choisissaient les sujets qui les intéressaient, et ensuite, les organisateurs des événements vous organisaient des rendez-vous. Donc, on avait directement, en fait, des rendez-vous avec des gens qui étaient très qualifiés. Donc, nous, on a choisi 2 événements sur lesquels on a vraiment cassé la tirelire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout d'argent, on n'avait pas fait de levée de fonds. Un événement qui s'appelle le One-to-One à Monaco, qui est un gros événement e-commerce, très select, où vous avez justement tous vos rendez-vous qui sont pris à l'avance avec des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Et puis un autre événement un peu plus fun, qui s'appelle les Big Boss, où là, on partait au ski ou à la plage avec, pareil, des directeurs e-commerce. Et pareil, on avait en fait des rendez-vous à l'avance avec des gens qui étaient intéressés par notre métier.
Donc du coup, avec ces 2 événements sur lesquels on a misé, et on a misé beaucoup, hein, parce que ça, vraiment à l'époque, on mangeait des patates pour pouvoir se payer ces événements. Mais on a bien fait, puisque derrière, on a vraiment eu une centaine de clients grâce à ces 2 événements, et grâce au fait que c'était très qualifié et très bien ciblé. Voilà, donc évidemment, il faut savoir prendre des risques et miser sur le bon cheval et le bon événement, là où sont vos cibles. Alors ensuite, on s'est dit, bon bah voilà, très bien, les salons, parfait, mais pour alimenter le pipe commercial, il faut quand même avoir un peu plus de prospects. Donc on va essayer des choses. Donc là, on a essayé absolument plein de choses. Des mailings, on a fait des moulinettes sur Twitter qui suivaient automatiquement des gens qui pouvaient être intéressés par notre sujet. On a fait des in-mail LinkedIn, du Viadeo, on a tout fait, avec plus ou moins de succès. On avait créé à l'époque une moulinette sur Viadeo qui permettait de screener les profils. Il y avait des gens qui nous demandaient mais pourquoi est-ce que vous êtes venu voir mon profil 8 fois aujourd'hui? Voilà, bon, bref, il y a eu quelques échecs. Et il y a eu aussi quelques réussites. Hein. Sur LinkedIn, par exemple, ça a très bien marché. Sur Twitter, on a failli se faire bannir de Twitter, donc on a arrêté. Voilà, donc on a vraiment essayé plein de choses qui n'étaient pas toujours forcément très qualitatives, mais par contre, ce qui est vraiment hyper important, c'est qu'il faut toujours tester les idées. Et quoi qu'il arrive, vous apprendrez quelque chose, même si ce n'est pas forcément successful. Alors ensuite, on a eu la chance d'avoir un très très beau développement chez AB Testi. En 2014, on a fait une première levée de fonds, on en a fait une deuxième l'année dernière, mais on a fait une première en 2014 qui nous a permis de recruter une équipe de commerciaux. Donc là, on avait une équipe qui était là justement pour vendre et proposer la solution. Donc on leur a dit, bon, bah, c'est très bien, vous avez déjà pas mal de leads entrants, donc vous allez pouvoir avoir des clients, des prospects, des clients. Et puis derrière, vous allez aussi faire de la prospection. Et alors le commercial est par nature quelqu'un qui n'aime pas prospecter en fait. Alors il y a des exceptions, mais évidemment ils se mettaient pas, enfin comme ils avaient du pipe et que ça rentrait bien, ils se mettaient pas du tout à la prospection. Donc on s'est dit bon bah c'est pas grave, on va faire de la prospection tous les mardis matins. Et puis ils s'arrangeaient évidemment pour que le mardi matin en fait ils avaient des rendez-vous, donc en fait ils faisaient pas de prospection. Logique. Voilà, donc du coup, on s'est dit, bon, ils veulent pas faire de prospection, ça marche pas. Et en fait, surtout, il faut qu'ils puissent se concentrer sur le closing, nos commerciaux. Donc, s'ils se concentrent sur le closing, ils vont pas faire de prospection ou ils vont mal la faire. Donc, on a un peu regardé dans les livres, etc. Et on s'est aperçu qu'aux US, il y avait donc, ce qu'on appelle les équipes de SDR, donc Sales Development Representative, qui sont une équipe qui est dédiée justement à la prospection et qui aime ça. Fanir va vous expliquer, va vous raconter pourquoi. Et donc voilà, et donc du coup, on a vraiment décidé de mettre en place une équipe dédiée uniquement à la prospection. Donc les commerciaux se concentrent uniquement sur les rendez-vous et le closing, et les SDR du coup se concentrent sur la prospection. Et on a aussi décidé d'internaliser la prospection, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui font ça en externe. Nous, on a décidé d'internaliser ça parce qu'on est sur un métier très spécifique. On a besoin d'apporter de la valeur aux clients, de leur apporter du conseil. Et donc, du coup, faire ça par quelqu'un d'externe, ça va être quelqu'un qui ne va pas être forcément très expert. Et nous, on a choisi de vraiment former les gens en interne et de leur rendre extrêmement experts. Voilà, donc je vais laisser la parole à Fanir qui du coup va vous expliquer son parcours et comment est-ce qu'elle a mis ça en place chez nous. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Fanir, je m'occupe effectivement de toute la partie Sales Development représentative chez AB Testi, maintenant depuis 6 mois. Avant de vous expliquer ce qu'on a mis en place nous de notre côté, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, parce que c'est assez atypique. Quand j'ai commencé ma carrière, en fait, j'ai démarré dans une agence qui s'appelle Idexcel, qui fait justement du télémarketing, et j'étais téléprospectrice. Notre objectif, c'était de prendre des rendez-vous pour des grands éditeurs informatifs comme SAP, Oracle, etc. Et on devait passer 180 appels par jour en moyenne. Alors, je sais ce que vous vous dites, c'est hyper physique, c'est le cas. C'est hyper douloureux quand même, il faut le dire. Et en plus, à la fin, on avait un rendez-vous. Donc, en fait, je me suis posé la question au bout d'un moment de me dire, c'est une très bonne école, j'étais hyper bien formée parce qu'effectivement, j'ai appris le métier de SDR. Mais est-ce que c'est valorisant pour mon métier de faire 180 appels par jour pour avoir un rendez-vous à la fin ? C'est une question que je me suis posée. Du coup, après 2 ans que j'ai passé chez eux, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Ecosystem. Pourquoi je les ai rejoints ? Tout simplement parce que l'approche en fait, du métier de SDR qu'avait Nicolas était quelque chose qui me correspondait plus. On n'était plus du tout dans du cold calling pur et dur.
On était en fait dans une approche beaucoup plus qualitative, on va dire plus efficace, et ça rendait le métier de SDR beaucoup plus sexy. Pourquoi? Parce qu'en fait, on envoyait des emails automatisés, certes, mais personnalisés aux prospects. Du coup, avec cette mécanique, on avait une routine, on devait envoyer X emails par jour, on devait faire des appels, etc. C'était rythmé, mixé, et donc ça rendait le travail beaucoup plus valorisant. Parce qu'à la fin de la journée, je me disais, ah oui, aujourd'hui, j'ai 75% de taux de réponse, j'ai eu 2 rendez-vous aujourd'hui, je rentre chez moi, je me dis, oh, je kiffe mon métier, c'est génial. Donc du coup, j'ai passé 2 ans chez ICO, et après 2 ans, donc ABTSI m'a approché pour me proposer justement de créer un pôle de SDR chez eux. Quand j'ai regardé le projet, je me suis dit, waouh, ils sont hyper ambitieux. Parce que tout créer depuis le départ, c'est monstrueux, ça demande énormément d'investissement, énormément de travail. J'ai accepté parce que c'est hyper challenging, et je me suis dit, Fanir, après 4 ans que tu as passé au SDR, aujourd'hui, ce serait bien que toi aussi, tu puisses en fait transmettre toutes tes connaissances et tout ce que tu as appris dans ce métier à des gens qui veulent faire la même chose, et en plus qui vont s'éclater dans ce qu'ils font. Je me suis dit, c'est génial, c'est une super opportunité. Du coup, je les ai rejoints. Quand je suis arrivée chez ABTSI, la première chose, c'était de me dire, OK, va falloir que je forme les équipes, puisqu'il y avait 2 personnes qui étaient déjà là. Il va falloir que je monte un process, que je monte une routine. Je me suis dit, OK, j'ai eu 2 mois pour tout faire. Donc, en parallèle de la formation, il y avait la création du socle. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, mes équipes, leur journée est coupée en 2. Elles envoient 50 emails le matin et elles font entre 30 et 50 appels par jour. Alors attention, on n'est pas sur des appels non plus de call calling, puisqu'elles appellent les prospects qui ont au moins ou reçu ou ouvert un email ou qui ont cliqué sur un email. Donc au moins, il y a un alibi et ça permet de venir briser la glace et de se dire « Ah oui, vous avez peut-être reçu un de mes emails, je sais que vous êtes débordés, mais voilà, ils nous connaissent peut-être déjà un petit peu. » Au départ, ça a été un petit peu en dents de scie, la prospection, parce qu'il faut imaginer en fait que quand on ne connaît pas le métier et qu'il faut l'apprendre, ça demande du temps. On avait quand même des résultats qui étaient positifs, mais on n'avait pas une génération de leads qui était régulière. La difficulté dans ce métier, c'est d'avoir la régularité tous les jours dans de la génération de leads. Sinon, il y a un moment donné où vous vous retrouvez sans rien. Et là, c'est un deuxième problème qui s'ouvre à vous. Du coup, comme ça a bien fonctionné, qu'aujourd'hui, on est sur une bonne tendance et qu'on a à peu près 3 à 4 rendez-vous pris par SDR par semaine, j'ai recruté en novembre une personne qui fait ça maintenant sur le UK, puisqu'on a une antenne à Londres. Elle est sur le même rythme et sur le même process, et elle a les mêmes résultats. Donc du coup, c'est hyper encourageant pour la suite. Et là, je suis à la recherche d'une personne pour faire ça sur l'Espagne et une personne pour faire ça sur l'Allemagne. Si je devais résumer du coup les key learnings sur le métier de SDR, pour moi, il y a 5 points qui sont hyper importants. Le premier, c'est la structure et la cadence. Effectivement, si vous ne créez pas une routine journalière et que vous ne cadencez pas ce que vous faites, il est impossible d'avoir une prospection qui soit pérenne. Le but, c'est de professionnaliser ce métier. La deuxième chose, c'est la rigueur et l'organisation. Alors, un SDR, il faut savoir qu'il a 1150 choses à faire dans la journée. On est des multitâches, des couteaux suisses. Si on n'est pas rigoureux et qu'on n'est pas organisé, c'est impossible d'atteindre ses objectifs. La troisième chose, c'est la valeur du SDR. Pour moi, c'est la plus importante. Il ne faut pas oublier que le SDR, c'est la première vitrine de l'entreprise. C'est la première personne à qui votre prospect il s'adresse. Donc, il faut que la personne, elle soit empathique. Il faut qu'elle soit souriante. Il faut qu'elle puisse apporter de la valeur dans son call. C'est-à-dire que même si le prospect, son projet, ce n'est pas pour maintenant tout de suite, mais quand il va vous rappeler dans 6 mois, il va se dire « Ah oui, j'ai parlé avec un tel et tout, il était super parce que, pour X raison. » C'est ça qu'il faut inculquer en fait dans la tête de votre prospect. Donc votre SDR, il doit être capable de faire ça. De se dire « Moi aujourd'hui, j'ai apporté de la valeur à mon prospect, je suis content. J'ai peut-être pas eu mon rendez-vous, mais il va se souvenir de moi. » La quatrième chose, c'est l'amélioration continue. C'est un métier qui évolue tout le temps, qui est en constante évolution, ça bouge beaucoup. Donc une fois par semaine, ce qu'on fait avec mes équipes, c'est que je leur propose en fait qu'une des personnes de l'équipe a un thème en particulier sur lequel il veut bosser. Ça peut être un traitement d'objection, ça peut être, je ne sais pas, des emails qui marchent moins bien, des taux d'ouverture pas bons, etc. On se réunit autour d'une table et on se dit, OK, toi, quelle est ton idée là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose à m'apporter? Tu as peut-être d'autres idées? Comment ça fonctionne? On fait du brainstorming comme ça une fois par semaine. Et en plus, ça permet de rendre de la confiance en soi en fait, aux équipes parce qu'elles disent, ah oui, je ne suis pas tout seul à connaître ça. C'est génial, on peut m'aider. La cinquième chose, là c'est le côté un petit peu plus fun, parce qu'il faut quand même rendre le métier sexy, puisque le métier d'SDR, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy sur la Terre, c'est l'animation et la cohésion d'équipe. Donc en fait, une fois par mois, j'invite mon équipe à faire une sortie. Alors ça peut être du karaoké, de l'escape game, ce que vous voulez, du paintball, peu importe. Comme c'est une équipe qui est internationale, il y a beaucoup de différences de culture, beaucoup de différences de points de vue, il y a énormément de choses qui les différencient les uns des autres. Pour moi, ce qui est important dans l'animation et la cohésion, c'est qu'ils arrivent à travailler tous ensemble, parce qu'on est en open space, mais d'une manière saine, que la compétition elle soit saine. Donc c'est hyper important d'avoir une équipe qui soit soudée, surtout quand on fait ce métier-là.
En conclusion, moi, juste ce que j'aimerais vous dire, c'est que je suis arrivée il y a 6 mois, il y avait 2 personnes dans mon équipe. Aujourd'hui, ils sont 5. Dans un mois, on sera 7. Et c'est pas fini, puisque maintenant, on va s'envoler vers Mars. Et je vais laisser Alix, du coup, vous expliquer la suite de notre projet. Alors la suite, elle est assez simple. Du coup, grâce au succès de la mise en place de cette équipe de SDR, on a décidé donc de faire grossir l'équipe. On va donc l'internationaliser, parce que comme disait Fanir, c'est très important d'avoir une cohésion. Donc on veut commencer en fait avec à regrouper tous ces métiers à Paris, donc là où on a notre siège, et puis ensuite envoyer les personnes dans les pays. Mais pour nous, c'est vraiment primordial qu'ils passent entre 6 mois et 1 an, parce que c'est un métier effectivement qui demande de la rigueur, où vous êtes challengé en permanence, et donc c'est mieux de le faire à plusieurs que de le faire tout seul dans son pays. Donc on veut vraiment que les gens soient bien formés avant qu'ils partent dans les pays. Voilà, et puis pour conclure, donc ça c'est notre devise chez AB Testi. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est pareil pour la prospection. Parfois on ne gagne pas, mais au moins on apprend plein de choses. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés.